Ah, Monsieur, si vous parlez, on ne vous entend pas, monsieur. allô, vous m'entendez? Vous m'entendez mieux maintenant? Problème, le micro ne. Chaque fois, même Oui, oui, monsieur, oui, monsieur. Là, c'est bon, monsieur. de l'approcher davantage. Vous m'entendez maintenant? Non monsieur كنسمعوك بعيد. Maintenant, vous m'entendez? Oui. Donc, le micro n'est pas de bonne qualité. Alors, on a dit que le thermique du bâtiment s'occupe de l'étude du confort thermique de l'occupant en lien avec l'enveloppe du bâtiment. Alors, la thermique du bâtiment va consister essentiellement à faire des bilans thermiques. Qu'est-ce que c'est que le bilan thermique? On va étudier la chaleur qui entre et qui sort dans le local pour plusieurs objectifs. Alors, l'objectif essentiel, évidemment, c'est de réaliser le confort des habitants, mais par l'intermédiaire du contrôle de l'enveloppe du bâtiment et aussi contrôler tous les paramètres qui influent sur ce confort. Alors, dans le bilan thermique, il y a une composante qui est importante, c'est la chaleur qui est apportée par le soleil à travers les fenêtres. Donc, on devrait être capable, à n'importe quel point du globe, à n'importe quelle période de l'année, et à n'importe quel jour de l'année aussi, et à n'importe quelle heure du jour, il faudrait qu'on soit capable de calculer la quantité de chaleur qui va frapper la façade. Comme ça, on peut l'introduire dans le bilan thermique. Pour cela, il faut qu'on fasse de l'astronomie. Parce que l'astronomie, c'est elle qui me permet de savoir quelle est la position du Soleil par rapport à la Terre, ce qui me permettra de calculer sa contribution énergétique. Malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter ce chapitre, donc vous pouvez le voir dans le poly. Je vais juste vous donner quelques résultats intermédiaires, mais on ne pourra pas faire, surtout qu'on a pris un sérieux retard en acoustique. Monsieur, est-ce qu'on va parler de transfert thermique ou bien d'autre chose? Oui, on va parler de transfert de chaleur, oui. Conduction, convection. Voilà, il y aura ça aussi. Hein. Mais évidemment, je ne vais pas vous refaire le cours transfert thermique. Oui. Nous, on est des utilisateurs. Seulement, on va adapter les notations du transfert de chaleur. D'ailleurs, ça va être l'objectif de cette séance. On va adapter les notions. C'est pour moi. Non. On va adapter donc ces notions-là pour la thermique du bâtiment. Donc, comme je vous ai dit, le premier chapitre, ça aurait été le soleil, mais on ne pourra pas le traiter, donc je vais juste passer 10 minutes là-dessus. Et le deuxième chapitre, ça va être justement les différents modes de transfert de chaleur que vous connaissez, mais que je ne vais pas reprendre dans le détail, je vais juste les adapter au cours de thermique du bâtiment.
Et la prochaine fois, on va faire le confort thermique. Le confort thermique, c'est une notion qui est normalement subjective. Vous voyez là, je regarde les trois personnes qui sont présentes. Le premier est en chemise, l'autre en manteau, etc. Chacun a un comportement différent selon son métabolisme, selon son origine, etc. Donc le confort thermique, ce n'est pas quelque chose qui est objectif. Elle est subjective. Donc je ne peux pas dire dans la réglementation, il faut telle condition parce que ça va réaliser le confort pour tout le monde. Donc, mais comme on ne peut pas faire ceci, on va faire une étude statistique. C'est-à-dire on va trouver objectivement quelles sont les conditions qui ne vont pas satisfaire tout le monde, mais qui vont satisfaire le maximum de personnes. Et là, je peux définir de manière objective les conditions de confort. Donc, c'est le confort pour la majorité des personnes. Ce n'est pas le confort de manière absolue. Et donc, on va définir ça aussi dans un chapitre. Et ce n'est qu'après, au quatrième chapitre, qu'on va commencer le cours proprement dit de thermique du bâtiment. C'est-à-dire, on va pouvoir faire des bilans thermiques pour savoir quelles sont les quantités de chaleur qui entrent et qui sortent d'un bâtiment. Quel est l'intérêt de faire ce bilan thermique? Eh bien, c'est de pouvoir concevoir les stations ou les installations de chauffage adaptées à mon local ou à mon bâtiment. Parce qu'en fonction des besoins, je vais prendre un chauffage qui est plus ou moins énergétique. Si j'ai une chaudière, par exemple pour le chauffage central, je vais pouvoir dimensionner la taille de cette chaudière. Donc, quand je calcule les besoins énergétiques d'un bâtiment, en fonction du confort des occupants, eh bien, cette quantité d'énergie va me permettre de dimensionner les installations de chauffage. Oui? Oui? Oui, bonne question. C'est ça l'objectif. L'objectif, justement, de la thermique du bâtiment, c'est de pouvoir, dès le départ, en construisant la maison ou le local, avoir le confort. Donc d'abord, il faut définir le confort, et ensuite, les conditions à l'intérieur, il faudrait qu'ils soient pratiquement indépendantes du milieu extérieur, en faisant les bonnes solutions. Alors, généralement, je ne peux pas annuler carrément les besoins énergétiques pour réaliser le confort. On peut les réduire au maximum. Mais dans certaines maisons qu'on appelle les maisons solaires, et ça on peut le faire en campagne mais pas en milieu urbain, on peut arriver à construire une maison qu'on appelle une maison solaire qui n'a pas besoin du tout ni de chauffage ni de climatisation durant toute l'année, rien, avec les bonnes solutions, en utilisant les bons matériaux, les bonnes orientations, et les bonnes solutions relatives à la thermique, ne serait-ce que la végétation. Par exemple, je vous donne un exemple simple pour la végétation. Vous savez que là, pour le premier chapitre, malheureusement, on ne peut pas le faire, mais le soleil, pendant sa course, par exemple au Maroc, il se lève vers l'est et passe par le sud et se couche vers l'ouest. C'est-à-dire qu'on va avoir une façade sud qui va être ensoleillée dans toute la journée. Alors, si sur cette façade, je mets des arbres à feuillage caduc. Qu'est-ce que ça veut dire des feuillage caduc? Des arbres qui perdent leurs feuilles en automne et en hiver et qui repoussent au printemps et en été. Vous voyez là, c'est une solution qui permet justement d'éviter la consommation d'énergie pour le confort thermique. Parce qu'en hiver, les rayons du soleil vont traverser les arbres parce qu'il n'y a pas de feuilles. Ils vont chauffer le local. Donc, je n'ai pas besoin de chauffage, ou pas beaucoup de chauffage en tout cas. Et en été, les feuilles vont obturer les rayons du soleil et donc il n'y aura pas de surchauffe dans le local et je n'aurai pas besoin de climatiser. Donc ça, c'est un exemple de solution qui permet de réaliser le confort à moindre prix. Voilà, les matériaux aussi avec l'inertie thermique, donc c'est une bonne remarque aussi, tout ça on va le revoir. Alors qu'est-ce que c'est que l'inertie thermique?
c'est des matériaux qui conservent la chaleur et qui ne la transmettent pas tout de suite. Donc pendant le jour, la chaleur qui arrive est emmagasinée dans les murs, donc elle ne va pas trop chauffer le local. Et la nuit où il fait froid, la chaleur va passer et ce sont les parois qui vont chauffer le local. Je n'ai pas besoin de chauffage. Parce que le matériau, justement, on dit qu'il a une grande inertie thermique. Donc le choix des matériaux aussi, ça va intervenir. Donc il y a plein de paramètres qui vont nous permettre de réaliser le confort. Donc l'objectif, c'est d'avoir le confort maximum au moindre prix. C'est ça le défi de la thermique du bâtiment. Oui. Voilà, isolant. Voilà, c'est un isolant thermique et en plus il est naturel. Mais on aurait pu mettre aussi de la laine de verre ou ça aussi ou du liège. Il y a plein de matériaux qui permettent d'obtenir l'isolation thermique. Donc l'isolation thermique, c'est aussi un bon moyen de limiter la consommation parce que ça empêche la chaleur de sortir, donc je n'ai pas besoin de chauffer, par exemple. Donc tout ça, on le verra en détail. Donc, chapitre 4, donc on va faire le bilan thermique des éléments de bâtiment, c'est-à-dire élément par élément, par exemple les murs tout seuls, les fenêtres toutes seules, etc. Et à la fin, on va faire le bilan thermique du bâtiment. On va faire une étude de cas, on prendra un local, et on fera son bilan thermique, et on prendra des décisions en fonction du bilan thermique. Donc le bilan thermique nous permet, on dit que c'est une aide à la décision. Je vous donne un exemple où le bilan thermique va nous permettre de faire une aide à la décision. Donc je vais le faire maintenant, après cette introduction. Donc, c'est l'ensemble des modèles physiques qui permettent d'évaluer les flux de chaleur. Donc, vous avez déjà vu, alors normalement, il y a la chaleur sensible, il y a 3 modes de transfert de chaleur. Vous avez vu, c'est conduction, convection et rayonnement. L'optimisation de ces flux permet de réaliser le confort des occupants, mais surtout au moindre prix, parce qu'on peut toujours réaliser le confort des occupants, quitte à mettre le prix. Mais même, on n'est pas libre de consommer autant d'énergie qu'on veut. Il y a une réglementation thermique qui vous dit que pour chaque bâtiment et pour chaque utilisation de ce bâtiment, vous n'avez pas le droit de dépasser un certain plafond d'énergie annuelle par mètre carré. Au Maroc, cette réglementation porte le nom de RTCM, le règlement thermique de construction au Maroc. Et c'est un tableau qui vous dit, pour chaque région du Maroc, combien vous avez le droit de consommer si vous êtes une école ou un hôpital ou un logement, etc., ou un bureau. Donc, en fonction de votre local, vous ne devez pas dépasser une certaine quantité. Donc, justement, pour savoir ça, il faut faire un bilan thermique pour savoir combien vous allez consommer. Donc, on peut faire une étude en fonction. Quand on étudie l'enveloppe du bâtiment, grâce au calcul qu'on va découvrir, ça nous permettra de calculer la consommation annuelle d'énergie. Regardez par exemple cette courbe, justement ça confirme ce qu'on vient de voir. Donc, qu'est-ce qu'elle représente? La température en fonction de la période de l'année. Alors, le confort, on peut schématiser le confort par une marge de température. Par exemple, en hiver, on va dire entre 18 et 20 degrés, en été, entre 22 et 24 degrés, par exemple. Mais attention, le confort, ce n'est pas tout simplement une température. Parce que le confort ne dépend pas uniquement de la température. Il y a plein de paramètres de confort qu'on verra dans le chapitre du confort. Je vous donne un exemple simple. Et citez-moi un autre paramètre qui intervient dans le confort autre que la température. L'humidité, par exemple. D'accord? Donc, par exemple, quand il fait 36 degrés à Casablanca, on étouffe. Mais à Marrakech, avec 36 degrés, on est à l'aise. Donc, ce n'est pas une question seulement de température. Donc, l'humidité aussi, ça va intervenir. Les habits aussi, on n'a pas les mêmes besoins. L'activité, si vous êtes dans une salle de gym, vous êtes en train sur un tapis roulant, vous n'avez pas les mêmes besoins en termes de confort thermique que lorsque vous êtes en classe, vous êtes inactif.
enfin, pas très inactif, mais très peu actif. C'est pas la même activité que dans la salle de sport. Et donc, tous ces paramètres interviennent dans les conditions de confort. Alors, le climat extérieur est très loin de la zone de confort. En hiver, il fait trop froid et en été, il fait trop chaud. Donc, on a le confort si je n'interviens pas uniquement dans une partie de l'année. Par exemple, au mois de septembre et au mois de mars, le climat ambiant réalise le confort. Je n'ai pas besoin ni de chauffer ni de refroidir. Alors, un bon bâtiment, c'est un bâtiment tel que la température intérieure est très proche du confort, sinon elle est dans le confort. Quand on est en hiver, elle est un peu plus froide que la température, mais j'ai besoin de peu d'énergie pour obtenir le confort. Ensuite, durant toute l'année, pratiquement, j'ai le confort, parce que justement, j'ai fait de bonnes solutions, telles que celles qu'on vient de citer. Une bonne isolation, une bonne orientation, un bon environnement. Donc, toutes les solutions, on les a adaptées. Et finalement, on a pu avoir donc chauffé seulement une petite zone. Par contre, un bâtiment qui est inadapté, qui est mal conçu, en hiver, il fait beaucoup plus froid que la température de confort. Donc, il y a plus d'énergie à apporter et plus longtemps. On a le confort pendant une très courte durée et après, on aura des surchauffes. La température sera beaucoup plus grande que celle du confort. Il faudra refroidir dans ce cas-là. Climatisation. Donc tout ça, ça va demander de l'énergie. Et donc, finalement, c'est un bâtiment qui est inadapté. Donc nous, on va essayer de construire des bâtiments qui sont adaptés. Donc, la thermique du bâtiment intervient lors de la conception et lors de la rénovation. Donc, normalement, déjà dans la conception, on va prendre des bonnes solutions. Mais dans certains cas, on peut intervenir dans un bâtiment pour réduire la quantité d'énergie à consommer pour améliorer le confort. C'est-à-dire, on peut, par exemple, pour la rénovation, décider de remplacer tous les simples vitrages par des doubles vitrages pour réduire la fuite de chaleur à travers les fenêtres. Et donc, s'il y a moins de chaleur qui sort, vous aurez besoin de moins de chaleur pour chauffer. Alors, ça, c'est un exemple d'intervention. Alors, l'étude des bilans thermiques me permet de faire le choix des matériaux de construction et d'isolation. Quelle est l'épaisseur des murs qu'on va faire? C'est comme pour l'acoustique. Hein. Quel est le matériau isolant qu'on va utiliser entre les murs? Quel est le type de vitrage qu'on va utiliser, etc. Ça permet de dimensionner les ouvertures. Les fenêtres, c'est un désastre pour la thermique parce qu'elles ne sont pas épaisses. Donc, il y a beaucoup de chaleur qui sort à travers les fenêtres. Mais c'est un mal nécessaire parce que grâce aux fenêtres, on peut éclairer de manière naturelle et on peut aérer aussi éventuellement. Mais les fenêtres, c'est une source de perte de chaleur. Alors, il faut dimensionner les fenêtres de telle sorte à avoir un bon compromis. Mais par contre, la fenêtre, elle a aussi un avantage au point de vue thermique. C'est quoi l'avantage des fenêtres? Capter les rayons solaires. Donc, grâce aux fenêtres, il y a de la chaleur qui rentre par rayonnement, mais qui sort par conduction. On va avoir les modes de transfert de chaleur. Dimensionner les installations énergétiques. Quand je calcule le besoin de chaleur dans le local pour réaliser le confort, ça me permettra de dimensionner l'installation de chauffage. Si c'est un chauffage électrique, ça me permettra de connaître la puissance électrique. Si c'est un chauffage central, il me faut une chaudière, ça me permet de savoir quelle est la taille de la chaudière, et ainsi de suite. Donc c'est pour le dimensionnement. Et une fois l'installation est construite, on peut prévoir la consommation annuelle d'énergie. C'est-à-dire on peut prévoir le budget de chauffage de l'année. La consommation elle peut être calculée en
en vecteur énergétique, c'est-à-dire combien de kilowattheures en électricité ou combien de mètres cubes de gaz ou bien combien de quintaux de bois ou de charbon, ça dépend qu'est-ce qu'on utilise comme moyen de chauffer. Mais dans tous les cas, ça coûte, il y a un coût. Alors, ça permet de savoir le budget en énergie pour le chauffage. Et c'est d'ailleurs c'est ce calcul-là qui va me permettre d'une part de dimensionner, mais si ça existe déjà, l'installation, le coût de fonctionnement, ça me permet d'abord de prévoir le budget, mais aussi ça me permet de prendre une décision. Tout à l'heure, j'ai dit, je peux remplacer tous les 5 vitrages par un double vitrage, donc il y aura un investissement. Ça va me coûter une certaine quantité d'argent. Quel est l'intérêt de ça? C'est que pendant le fonctionnement, chaque année, je vais économiser un manque à gagner dans le chauffage. La facture de chauffage va être moins chère. Et donc, ce que j'ai économisé, évidemment, je ne vais pas rentabiliser dès la première année l'investissement que j'ai fait au départ. Il y a ce qu'on appelle un retour sur investissement. Combien d'années de fonctionnement pour rentrer ce que j'ai investi au départ? Si c'est 4, 5, 6 ans, c'est justifié. Mais s'il me faut 30, 40, 50 ans pour amortir, ça ne vaut pas le coup. Donc, pour prendre une décision, il faut faire une étude économique. D'ailleurs, dans vos projets de fin d'études, souvent, on va vous demander de faire une étude économique. L'économique, ça va avec l'étude technique, pour savoir combien ça coûte. Et puis, pour comparer, par exemple, ici, les deux solutions. Et s'il y a un investissement, quel est le retour sur investissement? Tout ça on peut l'obtenir grâce au bilan thermique qu'on fait, grâce à la thermique du bâtiment. Alors, pour le rayonnement solaire, on a dit, malheureusement, on ne va pas faire ce chapitre dans le détail, mais je vais vous donner quelques situations. Donc là, c'est le rayonnement solaire. Alors là, dans cette diapo, on calcule le rayonnement direct. Alors, le rayonnement, c'est en watts par mètre carré. C'est comme l'intensité acoustique. Ça, c'est l'intensité thermique qui est portée par le rayonnement. Cette intensité dépend de I00 qui est l'intensité aux confins de l'atmosphère, c'est-à-dire le Soleil, il envoie une intensité et quand elle arrive à la Terre, elle a une certaine valeur qui est inférieure à celle qui est émise au Soleil, puisqu'elle est répartie sur une grande sphère de rayons, plusieurs millions de kilomètres, et multipliée par un facteur ρ puissance m. Ρ, ce facteur atmosphérique qui dépend du lieu. Chaque atmosphère, le rayonnement qui va traverser l'atmosphère ne va pas être de même. Et ça dépend aussi de la masse d'air optique qui dépend de la pression ambiante et qui dépend surtout de la hauteur du Soleil. Qu'est-ce que c'est que la hauteur du Soleil? C'est l'angle entre les rayons du Soleil et l'horizontale du lieu. Le Soleil est plus ou moins haut en fonction donc, du rayon du Soleil qui va frapper. L'angle est nul. À midi, l'angle est maximum. Et au coucher, l'angle devient à nouveau nul. Cette hauteur-là, elle nous permet de calculer l'intensité qui frappe une surface. Donc, il me faudra connaître la hauteur du Soleil en fonction de l'heure du jour, en fonction du jour de l'année et en fonction du lieu sur le globe terrestre. Donc, a priori, rien qu'avec le calcul, je suis capable de savoir quel est l'ensoleillement d'une façade de votre ouvrage. Et cet ensoleillement me permettra de faire le bilan thermique parce que ça va être la composante du Soleil dont on va profiter. Donc, le détail, on ne le fait pas. Et maintenant, on définit autre chose. On définit la déclinaison. La déclinaison, c'est l'angle entre le rayon du Soleil et le plan équatorial. La Terre tourne autour du Soleil et cet angle-là varie entre moins 23 degrés et plus 23 degrés parce que l'axe de la Terre est inclinée. Et
en passant par 0 au printemps et en été. Donc là, on appelle ça les solstices et les équinoxes. Et donc, cet angle delta représente le jour de l'année. Delta égale moins 23 degrés, c'est le 21 juin. Delta égale plus 23 degrés, c'est décembre, et plus, c'est juin. Et pour 0, c'est mars et septembre. Donc, le delta, la donnée de delta, c'est équivalent à la donnée du jour de l'année. Ensuite, vous avez la position. Voilà, il y a une formule qui nous donne delta en fonction, J, c'est le numéro du jour de l'année. Hein. Vous avez maintenant les coordonnées géographiques. Chaque lieu sur Terre, je peux le repérer par des coordonnées géographiques qui sont sur le GPS. Hein. Donc, ces coordonnées sont la latitude et la longitude. Vous avez des parallèles et des méridiens. Ensuite, une fois j'ai repéré le local, je vais pouvoir maintenant, alors tout ça c'est des détails que malheureusement je n'ai pas le temps de développer. Je définis un angle oméga qui s'appelle l'angle horaire. Cet angle horaire, il dépend de la rotation de la Terre. Il nous donne à quelle heure on se trouve dans un jour. Il a pour valeur 0 à midi, donc H égale 12, ça nous donne oméga égale 0. Et puis à chaque heure, vous avez 15 degrés. À 13 heures, oméga égale 15 degrés. C'est-à-dire que la Terre a tourné de 15 degrés. Quand la Terre fait un tour complet, ça fait 24 heures. 24 fois 15, ça fait combien? 360. C'est-à-dire que la Terre a fait un tour complet, 360 degrés. Et donc, à chaque créneau, on appelle ça un fuseau horaire, il y a 15 degrés. Et donc, le oméga, il représente l'heure du jour. Alors, cette équation-là, elle me donne la valeur de la hauteur du Soleil en fonction des coordonnées géographiques, à partir de phi. Le Maroc se trouve à une certaine latitude. D'ailleurs, toutes les villes qui se trouvent à la même latitude auront la même hauteur. Delta, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le jour de l'année. Et oméga, l'heure du jour. Donc, a priori, n'importe quel point du globe, à n'importe quel jour de l'année, à n'importe quelle heure du jour, je suis capable de savoir quelle est la hauteur, et à partir de la hauteur, je connais quel est l'ensoleillement. Après, il faut intégrer sur chaque jour pour trouver l'ensoleillement journalier, et puis intégrer sur le mois ou sur l'année pour avoir l'ensoleillement annuel. Pour faire le bilan, il faut savoir quelle est la quantité de chaleur qui a été reçue en façade. Hein? H, je viens de dire, c'est la hauteur du soleil. Et l'ensoleillement de la façade va dépendre de la hauteur du soleil, d'après la formule de Bouguer. Donc, je ne dis pas plus que ça pour ce chapitre-là. Malheureusement, je ne peux pas développer davantage, mais vous avez une idée de ce qu'on peut faire grâce à l'astronomie. En fait, ça, c'est de l'astronomie, puisqu'on étudie le mouvement du soleil et de la Terre ensemble. Bon, maintenant, ce qu'on va faire maintenant avec un peu plus de détails, c'est le transfert de chaleur. Alors, on va faire d'abord des généralités. D'abord, qu'est-ce que c'est que la chaleur? Ça représente l'agitation des molécules d'un corps. Donc, pour parler de chaleur, il faut qu'il y ait des molécules. Donc, il faut de la matière pour parler de chaleur. La température mesure cette agitation. Alors, vous avez deux types de chaleur, la chaleur sensible et la chaleur latente. La chaleur sensible, c'est lorsque vous recevez de la chaleur et que cette chaleur vous permet d'augmenter la température. On peut recevoir la chaleur à volume constant ou à pression constante.
Et dans ce cas-là, la quantité de chaleur qui est reçue est proportionnelle à la variation de température. C'est le premier principe de la thermodynamique. Je pourrais rappeler si vous voulez par la suite. Et la chaleur latente, on reçoit de la chaleur, mais la température ne varie pas. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit de la chaleur? Oui. Je prends un exemple. Je prends de l'eau et je lui apporte de la chaleur à pression ambiante. Donc, tant que j'apporte de la chaleur à pression constante, sa température augmente jusqu'à 100 degrés. Après, je vais continuer à apporter de la chaleur. Est-ce que sa température va augmenter? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il y a un changement de phase. Donc, la chaleur qu'il a reçue, c'est de la chaleur latente, parce qu'elle ne lui a pas permis d'augmenter sa température, mais elle lui a permis de changer de phase. Donc, il y a deux types de chaleur, la chaleur sensible, la chaleur latente. Ces deux types de chaleur vont intervenir dans l'échange de chaleur dans le bâtiment. Donc, je vais rappeler les notions relatives à toutes ces grandeurs. Alors, pour la chaleur sensible, elle est proportionnelle à delta T. Le coefficient de proportionnalité, c'est la capacité calorifique. Alors, vous avez un CP et un CV, à pression constante et à volume constant. Mais les échanges de chaleur entre le local et le milieu extérieur, est-ce qu'il se fait à volume constant ou à pression constante? Est-ce que le fluide qui est dans le local a un volume constant? Le local a le volume constant, mais le fluide qui est à l'intérieur, heureusement, il n'a pas un volume constant. On n'a pas une quantité bien déterminée. On n'est pas étanche vis-à-vis du milieu extérieur. Sinon, on va consommer tout l'oxygène et après, on ne peut plus rien respirer. Donc, on est en contact avec le milieu extérieur. Il y a un échange de matière et qui assure une pression constante. On a la même pression à l'intérieur qu'à l'extérieur parce qu'on n'est pas confiné. Donc, c'est la pression constante. Donc, le C qui intervient ici, c'est un indice P, c'est CP. La pression reste constante pendant l'échange de chaleur. Et donc ça, c'est de la chaleur sensible. Qu'est-ce que c'est que Q? C'est une enthalpie. Parce que la chaleur échangée à pression constante, c'est la variation d'enthalpie d'après le premier principe de la thermodynamique. Vous voulez que je vous fasse un petit rappel de thermodynamique au tableau, si ça vous intéresse, mais sinon, si ça vous contentez de ça, je vais me contenter de ça pour aller plus vite quand même. Hein. Mais le premier principe me dit, je le dis oralement pour aller plus vite, donc variation d'énergie interne, c'est la chaleur plus le travail des forces de pression, intégrale de VDP, de PDV, moins intégrale de PDV. Là, c'est à volume constant, la chaleur échangée, c'est delta U, variation d'énergie interne. En termes d'enthalpie, on a la variation d'enthalpie, c'est la chaleur échangée plus VDP. Quand P est constant, le dP est nul, et donc on aura tout simplement la variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée. Or, qu'est-ce que c'est que l'enthalpie? Pour un gaz parfait, on va supposer que l'air est un gaz parfait. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Joule, c'est Cp delta T. C'est le produit de capacité calorifique fois delta T. Normalement, il y a un deuxième terme qui dépend de la pression, mais si la pression est constante, donc on n'a que ce terme-là, Cp delta T. Et C, c'est la chaleur massique. C'est-à-dire, normalement, c'est Cp delta T, mais si je prends C massique, donc il faut multiplier par la masse. Donc C, ça devient la capacité calorifique massique qu'on appelle également tout simplement la chaleur massique. Donc cette formule-là ne vous dérange pas. Et donc, par contre, lorsque vous avez un changement de phase, chaque kilogramme de liquide qui passe de l'état liquide à l'état gazeux a besoin d'une quantité de chaleur qui est la chaleur latente. Donc la chaleur latente, elle est en joules par kilogramme. Combien j'ai besoin de joules pour évaporer 1 kg de liquide, pour passer de liquide à l'état gazeux. Donc il y en a une autre pour entre le solide et le liquide. Vous allez me dire, où est-ce que je vais avoir besoin de ce changement d'état dans le bâtiment? Est-ce que l'air va passer de l'état liquide à l'état gazeux? Eh bien, dans l'air, vous avez de l'eau.
Quand on dit l'humidité, vous avez parlé de l'humidité. Qu'est-ce que ça veut dire l'humidité? Ça ne veut pas dire que quand je touche l'air, j'ai de l'eau. Quand on dit humidité, on pense tout de suite à l'eau sous forme liquide. Mais l'eau qui se trouve dans l'air est sous forme de gaz. Chaque corps pur peut être dans les trois états de la matière: gaz, liquide et solide. Alors, il se trouve que pour l'eau, on a changé le nom. Quand c'est gazeux, on dit vapeur. Quand c'est liquide, on dit eau tout court. Et quand c'est solide, on dit la glace. Mais normalement, il faut dire l'eau liquide, l'eau gazeuse et l'eau solide, comme l'oxygène. Ne porte pas trois noms différents. On parle d'oxygène liquide, d'oxygène solide et d'oxygène gaz. Mais quand on dit oxygène tout court, on pense tout de suite au gaz, parce qu'on rencontre au gaz. De même pour l'eau, quand on dit l'eau tout court, on pense tout de suite à l'eau liquide. Mais l'eau peut exister aussi sous forme de gaz, même à la température ambiante. Alors pourquoi tout à l'heure on a dit que pour que l'eau soit sous forme de gaz, il faut 100 degrés. Et pourtant, l'air qu'on respire contient de l'eau sous forme de gaz. Et on est à 20 degrés. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est la pression. Donc, l'évaporation de l'eau se fait à 100 degrés à la pression 10 puissance 5 pascal. Mais l'eau qui se trouve dans l'air a une pression partielle qui n'est pas égale à la pression atmosphérique. Alors, on va parler de l'eau humide tout à l'heure, de l'air humide. L'air humide, c'est-à-dire chaque constituant du gaz parfait dans un mélange a une pression partielle. Et dans ce cas-là, à une faible pression, par exemple, n'est pas à 100 000, ça fait 10 puissance 5, mais par exemple à 1000 ou 1200 pascal, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux à température 20 degrés par exemple. On peut même avoir une évaporation à moins 3 degrés ou à moins 10 degrés. Il y a des vidéos qui vous montrent l'eau en train de s'évaporer dans le pôle nord. Mais on a réduit la pression, et dans ce cas-là, l'évaporation s'est produite à une température négative. Tout ça, on va le revoir en son temps. Donc ça, c'était les deux types de chaleur. Alors pour la chaleur sensible, il y a trois modes de transfert de chaleur. Vous avez la conduction. La conduction, c'est comme pour la propagation des ondes acoustiques, il y a aussi la propagation de la chaleur. C'est-à-dire que c'est une énergie qui se propage de proche en proche, les molécules vibrent et elles entraînent avec elles les molécules qui sont à côté, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'énergie passe d'un côté à l'autre. Mais pour cela, il faut un gradient de température. Donc, à différentes températures, la chaleur passe du chaud vers le froid. Ça, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. Il nous dit que spontanément, la chaleur ne peut passer que du chaud vers le froid. On ne va pas avoir de la chaleur qui va passer de la source chaude, de la source froide vers la source chaude, si je n'interviens pas. Pour la convection, j'ai besoin d'un fluide, parce que c'est un transfert de chaleur par transport de matière. Donc, ce n'est pas une énergie qui est communiquée, mais c'est carrément les molécules qui sont chaudes vont migrer vers un autre milieu et vont libérer leur chaleur. Par exemple, pour le bâtiment, ça correspond à quoi? À l'aération. Quand je veux aérer mon bâtiment, je vais envoyer des molécules chaudes vers l'extérieur et les remplacer par des molécules froides que je dois chauffer à nouveau. Donc, j'ai perdu de calories, mais avec transport de matière. Donc, pour qu'il y ait un mouvement, il faut un fluide. Le fluide est capable de se mouvoir. Le solide, il est figé, il ne va pas se sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est transport de chaleur par convection qui peut être naturel ou forcé. Forcé lorsque je provoque ce courant d'air. Naturel, c'est lorsque la convection est libre, on dit libre ou forcée, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, une paroi qui est chaude, et puis un fluide froid en contact avec cette paroi, mais quand il est chauffé en contact de la paroi, sa masse volumique devient
plus faible parce qu'il devient plus chaud. Et il va remonter sous l'action de la poussée d'Archimède. Donc il va y avoir un mouvement, mais c'est un mouvement naturel. Le fluide chaud va monter naturellement et il va être remplacé par un fluide froid. Et donc il y aura un courant d'air, mais on ne l'a pas provoqué par des causes extérieures, mais c'est naturel. Donc ça, c'est la convection naturelle. Les lois ne sont pas identiques pour les deux types de transfert de chaleur. Vous avez le rayonnement. Pour le rayonnement, je n'ai pas besoin du tout de matériaux. Parce qu'il suffit que le milieu soit transparent à la longueur d'onde rayonnante. Le rayonnement solaire passe à travers le vitrage, mais pas à travers le béton. Mais par exemple, les rayons X peuvent passer à travers le mur. Il y a des vitrages qui nous empêchent, par exemple pour les lunettes anti-ultraviolets. Donc, elles font passer les infrarouges, mais pas les ultraviolets. Et ainsi de suite. Donc, pour qu'il y ait un transfert d'énergie sous forme de rayonnante, il faut que le milieu soit transparent. Par contre, comment est-ce qu'on peut avoir un échange par la chaleur latente? Il y aura, par exemple, on va prendre de l'eau, puisque c'est l'eau qui va être considérée. L'eau va piquer de la chaleur à l'intérieur pour passer à l'état gazeux. Et ensuite, cet état gazeux, ces molécules vont migrer, elles vont sortir du local, pour une raison ou pour une autre. Il y a des parois qui laissent passer l'humidité, il y a ou carrément, c'est une ouverture qui va laisser passer, mais cette chaleur, comment elle a été obtenue? En piquant de la chaleur au milieu intérieur. Et une fois elle est à l'extérieur, elle restitue cette chaleur en se condensant. Et donc, il y a eu un transport de chaleur par l'intermédiaire de la chaleur latente. Donc, ça aussi, c'est une possibilité pour le transfert de chaleur. Alors, de manière générale, le flux de chaleur, phi majuscule, est obtenu à partir de la chaleur en dérivant par rapport au temps. C'est un flux. Si c'est un phénomène permanent, il suffit de diviser la quantité de chaleur par la durée pendant laquelle on reçoit cette quantité de chaleur pour trouver le flux de chaleur qui est une puissance. Il est en watts. Donc grand phi, c'est la puissance thermique. Et Q, c'est l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est la chaleur. Alors phi, c'est une puissance thermique. On a vu la même chose en acoustique. Puissance acoustique aussi, c'est l'énergie acoustique par le temps. Donc c'est une puissance. Après, ce flux de chaleur, il va être réparti sur une surface plus ou moins grande. Donc on va obtenir une densité de flux de chaleur. C'est comme pour l'acoustique, pareil. Hein. Donc si cette énergie est concentrée sur une petite surface, on aura une grande densité de flux de chaleur. Donc on aura chaud, il y a beaucoup de chaleur qui va, parce qu'il y a un grand flux de chaleur. Si au contraire cette énergie est répartie sur une grande surface, on aura une faible densité. Donc la densité du flux de chaleur, il lui correspond quelle grandeur en acoustique, comme on appelait la densité de flux d'énergie acoustique. Ça, c'est la densité de flux thermique. La densité de flux acoustique, comment on l'avait appelé? C'est l'intensité acoustique. Parce que c'est en watts par mètre carré. Combien de watts on va passer par mètre carré? Hein? I ou I0 sont tous les deux en watts par mètre carré. I0 c'est une référence et I, donc c'est l'intensité acoustique lui correspond la densité de flux de chaleur. L'intensité acoustique, c'est la densité de flux d'énergie acoustique. Puis, petit phi, c'est la densité de flux d'énergie thermique. Voilà, donc c'est pareil, donc ce sont des notions analogues. Elle est en watts par mètre carré. Donc normalement, c'est dφ sur ds, mais si j'ai une répartition uniforme,
ça va être tout simplement phi sur S. Donc si je vais avoir le grand phi, c'est-à-dire la puissance thermique, il suffit de multiplier la densité de flux de chaleur par la surface concernée. Ça va être souvent le cas pour une paroi. On suppose que si je prends deux points différents de la paroi, eh bien, on a la même densité. Il n'y a pas de point qui peut passer plus de chaleur que d'autres, à moins que la paroi soit composée de deux matériaux complètement différents. Par exemple, on a une porte et un mur, ou un mur et une fenêtre, etc. Dans ce cas-là, phi va changer d'un point à l'autre. Mais pour une paroi donnée, on va supposer que c'est uniforme. Si bien que pour calculer la puissance thermique, il suffira de multiplier la densité de puissance par la surface de la paroi. Maintenant, on va étudier chaque flux de chaleur à part, c'est-à-dire conduction, rayonnement et convection. Alors là aussi, je vais passer au tableau et je vais vous montrer tout ça directement au tableau. Parce que normalement, la loi de Fourier, elle est générale pour n'importe quel type d'échange thermique, qu'il soit dans le milieu du bâtiment ou industriel. Mais nous, on va l'utiliser directement au niveau du bâtiment. Et donc maintenant, je vais vous afficher la loi de Fourier. Que nous dit la loi de Fourier? Quel est le flux de chaleur en fonction de la température, en fonction de différentes températures. Je peux faire un zoom, c'est très bien. Voilà, c'est bien. Merci. Donc, on va appliquer la loi de Fourier directement sur une paroi, parce qu'on ne va pas passer du cas général au cas particulier de la paroi. Donc, on va étudier la conduction. Donc, vous avez normalement une paroi. D'un côté, vous avez une température T1, et de l'autre côté, vous avez une température T2 qui est plus petite. Rien que polycope, hein. Mais maintenant, je vous dis ça directement parce que je vais pas, dans le polycope, on passe du cas général au cas particulier. Maintenant, je passe directement au cas particulier pour aller plus vite. Hein. Et donc, la loi de me permet de calculer le flux de chaleur ou la densité de flux de chaleur phi qui traverse la paroi, qui est soumise, donc la paroi a un gradient de température. Elle est soumise à un gradient de température. Ce que c'est qu'un gradient? C'est une variation de température sur une distance E. Et je me déplace suivant la normale. La loi de Fourier me dit que phi, c'est égal à moins lambda dt sur dn. Le dt sur dn, c'est la composante normale du gradient. Normalement, le gradient a trois composantes. Normalement, la chaleur se propage dans toutes les directions, comme le sang. Mais quand vous avez ici deux surfaces isothermes, qui sont la face intérieure et la face extérieure de la paroi, dans ce cas, la chaleur se propage uniquement sur la normale. Donc le gradient ne va plus avoir qu'une seule valeur, dt sur dn. Si en plus, je suppose que la variation ici est linéaire, le gradient, c'est tout simplement moins lambda T2 moins T1
sur n. C'est la pente de cette courbe en fonction de n. C'est ça le gradient. Donc, je peux écrire que phi est égal. Alors, n, qu'est-ce que c'est que n? Ici, c'est E, c'est-à-dire ça va être n2 moins n1. Alors, ici, cet axe-là, c'est l'axe n1. Et donc, le gradient, c'est t sur dn, mais ça devient delta t sur delta n. Donc, ça va être 1 sur E, que je peux écrire sous la forme lambda sur E fois delta t. Alors, par convention, le delta t, on l'appelle T1 moins T2 pour enlever le signe moins. Normalement, quand on dit delta x, c'est le x final moins le x initial. Mais là, je fais l'inverse pour ne pas garder le signe moins. Par convention. Là, c'est une convention parce que normalement, quand je dis delta t, c'est plutôt T2 moins T1, final moins initial. Et là, on va appeler, parce que la chaleur va toujours du chaud vers le froid, donc on va faire T1 moins T2, c'est ce qu'on va appeler delta T. Alors cette loi peut être écrite sous la forme phi égale H conduction fois delta T. Qu'est-ce que c'est que H conduction? Ça va être un coefficient de transfert de chaleur par conduction. La loi de Fourier me dit que le flux de chaleur est proportionnel à la variation de température. Donc, il est proportionnel au gradient, mais ici, on a vu que le gradient, c'est la variation de température. Une fois, j'ai fixé la paroi, donc E est fixé. Qu'est-ce que c'est que lambda? Puisque j'ai déjà fait la transfert de chaleur. Comment ça s'appelle? La conductivité. Plus le matériau est conducteur de chaleur, et plus il y aura de fuite de chaleur à travers la paroi. Donc, lambda, c'est la conductivité. Donc, si vous avez par exemple un mur en béton, vous avez un lambda. Si vous avez de la brique, le lambda va être plus petit. Il y a moins de chaleur qui va passer à travers un mur de brique qu'un mur de béton, pour une même épaisseur. D'accord? Mais par contre, si vous réduisez l'épaisseur, même si le matériau n'est pas très conducteur, vous augmentez le flux de chaleur. Par exemple, pour le verre, vous avez quelques millimètres. Donc, il y aura beaucoup de chaleur qui va passer à travers le verre. Bien que le verre lui-même, en lui-même, comme on l'a vu en acoustique, c'est pareil. En lui-même, le verre, il a une conductivité qui n'est pas forcément inférieure à celle du béton. C'est même ordre de grandeur. Mais à travers le vitrage, il y a plus de chaleur parce qu'on a une épaisseur plus petite et donc ça nous donne plus de chaleur. Donc H conduction ici est égal à H conduction égale lambda sur E. C'est le coefficient de transfert de chaleur par conduction. Alors, il y a un deuxième mode de transfert de chaleur, c'est le rayonnement. Pour le rayonnement, on a une autre loi, on n'a pas la même loi. Alors, l'objectif de ce chapitre qu'on est en train de traiter, c'est de ramener tous les transferts de chaleur à la même loi. C'est-à-dire que la loi de Fourier, on va l'appliquer de manière approchée au rayonnement et de manière approchée à la convection, bien que les lois soient différentes. Pour la conduction, on a la loi de Fourier. Pour le rayonnement, il y a une autre loi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette loi. Ça s'appelle la loi de Stefan Boltzmann. Que nous dit cette loi de Stefan Boltzmann? Elle nous dit que si un corps est porté à une température T, il émet un rayonnement proportionnel à T puissance 4.
En particulier, si c'est un corps noir, on a l'intensité qui est rayonnée, on appelle ça l'émittance, qui est en watts par mètre carré, c'est-à-dire c'est la densité de flux d'énergie sous forme rayonnante. Donc c'est une énergie qui est sous forme rayonnante. Et est égal à combien? À sigma fois T puissance 4. Ça, c'est relatif à un corps noir. Et sigma, c'est la constante de Stefan Boltzmann. C'est une constante qui permet d'exprimer l'intensité rayonnée en fonction de la température du corps noir quand il est porté à cette température. Alors, lorsqu'on a un corps réel, parce que le corps noir, c'est un corps fictif, il n'y a pas de corps absolument noir. Un corps noir, c'est un corps qui absorbe la totalité de l'énergie rayonnante. On a déjà évoqué ça en acoustique pour la définition de grand A. On a dit que c'est la surface d'un corps fictif qui absorbe la totalité de l'énergie acoustique. Un corps noir, c'est un corps qui absorbe la totalité de l'énergie rayonnante. On exprime la même chose, mais on multiplie par un coefficient, epsilon, et sigma, T puissance 4. Et pour chaque corps, on a un sigma, un epsilon différent. Et là, je vais revenir au diapo. Quand je vais arriver à ce niveau-là, parce qu'il y a une démonstration à faire, je vais revenir ici. Donc, on revient maintenant au cours. Donc, on a la loi de Fourier. La loi de Fourier est générale, mais on peut la réduire carrément à cette formule. Vous avez la conductivité dépend en fait de chaque matériau, mais même pour un même matériau, elle dépend de la densité, de la température et de sa teneur en eau. C'est comme la conductivité électrique. Il y a une analogie entre la conductivité. Les matériaux qui sont bons conducteurs d'électricité sont aussi bons conducteurs de chaleur. Là, je vous donne un tableau qui vous donne les valeurs de conductivité en watts par mètre Kelvin. D'après la loi, lambda doit être en watts par mètre Kelvin. Vous êtes d'accord? Puis on a dit c'était en watts par mètre carré. Et lambda, donc je vais diviser par dt, ça fait par Kelvin. Et je vais multiplier par n, c'est des mètres. Mètre sur mètre carré, ça fait par mètre. Donc ça fait des watts par mètre Kelvin. Vous voyez que le cuivre, l'aluminium, les métaux sont très bons conducteurs d'électricité, mais aussi de chaleur. Les fils électriques sont en cuivre. Pour les matériaux porteurs, vous avez la terre, le béton, etc. C'est des unités. Le béton caverneux, il a une valeur plus petite que le béton lui-même, parce que vous avez des trous. Ça permet de mieux. Et vous avez le plâtre. Le plâtre est plus isolant que le ciment. Pourquoi quand vous faites un enduit plâtre, vous augmentez l'isolation
de votre paroi plutôt que de faire un enduit en ciment pour le comportement thermique. Pour le bois, c'est des dixièmes. Et pour les matériaux isolants thermiques, c'est des centièmes. Le polystyrène, la laine de verre, la laine de roche, remarquez que ces matériaux-là qui sont bons isolants sont aussi bons absorbants acoustiques. Voilà, donc vous avez le liège comprimé. Vous pouvez avoir aussi de la paille comprimée, etc. On peut avoir plein de matériaux. Des fois, on utilise la laine de mouton carrément. Donc, il vaut mieux utiliser des matériaux naturels qui sont sur place, mieux d'importer des matériaux qui sont, disons, industrialisés. Le verre aussi. Donc, tous ces matériaux-là, on les rencontre dans les parois. Vous avez des tôles, par exemple, des plafonds qui sont en tôle. Donc, au point de vue thermique, c'est pas fameux hein, que se passer là. À chaque fois qu'on a une cloison, ça c'est pour le transfert de chaleur à travers les cloisons. Et donc là, vous pouvez avoir ces matériaux-là. Alors, par exemple, même un poteau, au lieu de mettre un poteau en plan armé, vous pouvez mettre une tige métallique. Et cette tige métallique qui va supporter, par exemple, un balcon, puisqu'elle traverse le plancher du balcon, il y a de la chaleur qui va sortir à travers cette tige métallique. C'est vrai que c'est une toute petite surface, mais étant donné qu'il y a une très grande conduction, on ne peut pas négliger la chaleur qui va sortir à travers cette tige qui est en acier, par exemple. Pareil, je vous dis un exemple où on va utiliser ces matériaux. Donc, tous ces matériaux-là, on les rencontre dans la construction. Il n'y a pas que le ciment et la terre et le ferraillage. Il y a plein de solutions qu'on peut utiliser. Et on s'intéresse. Hein, il transfère de chaleur. Alors on a vu chaque matériau a un coefficient de transfert de chaleur qui est lié à la conductivité. Alors pour le rayonnement, on a dit c'est la loi de Stefan Boltzmann. Pour un corps noir, l'émittance que j'appelais I ici au tableau, je l'appelais ici M0, c'est-à-dire c'est la densité de flux d'énergie rayonnante. Vous voyez là le terme technique, hein, la densité de flux d'énergie rayonnante. Parce que le corps émet un rayonnement, cette énergie rayonnée, elle s'écoule au cours du temps. Donc c'est un flux d'énergie et elle est concentrée, elle est répartie sur une surface, donc on a une densité rayonnée. Elle est proportionnelle à T puissance 4. Donc évidemment, sigma, elle est en quelle unité? On doit multiplier par T puissance 4 pour trouver watts par mètre carré. Donc c'est watts par mètre carré fois par Kelvin puissance 4. Donc par Kelvin puissance 4, on retrouve les watts par mètre carré. La constante de Stefan Boltzmann, c'est 5,67 10 puissance moins 8. Lorsqu'on a affaire à un corps réel, c'est la même expression, mais on a epsilon qui est l'émissivité qui est comprise entre 0 et 1. Pour le béton, l'émissivité est 95. Pour l'aluminium poli, elle est très petite. Pourquoi? Car quand le rayonnement frappe l'aluminium poli, il se réfléchit. Donc, on n'absorbe pas beaucoup d'énergie. Et donc, c'est pourquoi on dit qu'il y a une faible émissivité pour l'aluminium poli.
d'une manière générale, lorsqu'on a un rayonnement qui vient sur une surface, trois phénomènes peuvent se produire. Vous pouvez avoir une réflexion. La proportion de chaque phénomène dépend du type de matériau. Alors, par exemple, pour l'aluminium polé, on a dit qu'il y a une grande énergie qui est réfléchie. Pour le béton, il n'y a pas beaucoup de réflexion sur le mur. Il y a une partie qui va être absorbée, qui va rester à l'intérieur de la paroi, et il y a une partie qui va la traverser à condition que cette paroi soit transparente à la longueur d'onde du rayonnement incident. Par exemple, toutes les parois transparentes à la lumière visible n'est pas forcément transparente aux autres longueurs d'onde, surtout les infrarouges qu'on ne voit pas. C'est d'ailleurs le principe de l'effet de serre. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? On a une enceinte et on la couvre avec un matériau transparent. Et ça permet d'avoir de la chaleur qui augmente de plus en plus à l'intérieur de cet espace. Quand on est dans une voiture, il fait très chaud, ou les serres agricoles, où on a besoin d'une grande température. Alors en hiver, on peut produire une grande température grâce à l'effet de serre. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Vous avez le rayonnement qui traverse la paroi transparente et qui s'infiltre à l'intérieur de notre espace. Il chauffe les matériaux de cet espace qui, à leur tour, émettent un rayonnement. Mais le rayonnement qui est émis, la même paroi n'est pas transparente vis-à-vis de ce rayonnement qui est retrouvé. Donc, quand il arrive à nouveau à la paroi, mais de l'autre côté, il est réfléchi. Il ne passe pas, parce que la paroi n'est pas transparente. Et donc, le rayonnement va rester à l'intérieur de l'espace et ça permet d'augmenter la température parce qu'il y a de la chaleur en continu. Et c'est vrai qu'il y aura de la chaleur qui va être perdue par transmission. Mais par le rayonnement ne permettra pas de dégager la chaleur. Donc ça, c'est l'effet de serre. La somme, d'abord, chaque phénomène, on lui associe un coefficient d'absorption, coefficient de transmission, coefficient de réflexion. Et la somme de ces trois réflexions est égale à 1. Ces trois coefficients est égal à 1. Alors quand taux égale 0, ça veut dire qu'on a affaire à un corps opaque. Et par contre, quand taux égale 1, ça veut dire qu'on a affaire à un corps qui est transparent. Mais transparent vis-à-vis d'une fréquence donnée. Les murs ne sont pas transparents vis-à-vis des rayons X, radioactivité. On met du plomb pour que les rayons ne passent pas. Mais un mur normal n'est pas suffisant pour empêcher les rayons de passer. Donc dans les locaux, aux hôpitaux, là où on a des machines qui émettent des rayons X, les infirmiers mettent des chemises ou des blouses plombées, et puis ceux qui regardent à travers c'est-à-dire derrière, ils se mettent derrière une paroi qui comporte justement du plomb pour ne pas, parce que le rayon X ou le plomb n'est pas transparent au rayon X. Et puis, ce qu'on appelle un corps gris, c'est lorsque le coefficient d'absorption est égal à l'émissivité epsilon. C'est le cas de la majorité des matériaux de construction dans l'infrarouge. Alors, on continue ces explications. Alors, voici quelques exemples de coefficients d'absorption pour différents matériaux. Quand vous avez une façade avec de la peinture mate, parce que qu'est-ce qu'on prend comme rayonnement? Normalement, on étudie le rayonnement du soleil, mais toutes les surfaces rayonnent. Il n'y a pas que le soleil. Donc même à l'intérieur, si vous avez par exemple une lampe incandescente, elle émet un rayonnement. Parce que
est porté à une certaine température, et donc tout corps porté à une température émet un rayonnement. Même dans une double cloison, et ça on va le faire, une partie est chaude et une partie est froide. Donc entre les deux cloisons, il y aura un échange par rayonnement à travers l'air qui se trouve entre les deux, parce que l'air est transparent au rayonnement émis de part et d'autre de l'espace qui sépare les deux façades, les deux cloisons, l'espace intérieur des cloisons. Par contre, la peinture blanche, vous avez à peine 0,5 comme coefficient d'absorption. Et puis, on a ici une liste pour chaque... alors, pour le béton, on vous donne deux valeurs, parce que selon qu'il soit neuf ou vieilli, ce n'est pas la même propriété. Les propriétés évoluent avec le temps. On peut vieillir un matériau de manière artificielle pour que ça ressemble à un monument historique. Quand on veut rénover maintenant, par exemple, les anciens riads, on utilise ce qu'on appelle des matériaux vieillis. En apparence, mais on modifie leur coefficient d'absorption et tout le reste grâce au vieillissement. Alors maintenant, lorsqu'on a deux parois, et là, je crois que je vais passer au tableau pour expliquer. Je vais arriver ici. Là, on est arrivé au rayonnement. Quand est-ce qu'on va avoir un transfert de chaleur par rayonnement? C'est lorsque on a une paroi transparente. Qu'est-ce que c'est qu'une paroi transparente? Ça peut être un espace qui est compris entre deux parois. Et la chaleur va traverser cet espace. C'est-à-dire que là, je vais avoir une cloison, une autre cloison, et entre les deux, il y aura un transfert de chaleur par rayonnement. Alors, si je suppose qu'à gauche, comme ici, j'ai le milieu intérieur et à droite, le milieu extérieur, donc là, on aura une température plus grande qu'ici. Donc le T1 et le T2, ça va être, ici, je vais avoir un certain T1, et là, un certain T2 qui est petit. La surface T1 va émettre un rayonnement dans ce sens. Puis, évidemment, c'est un flux qui est rayonné. Donc, il y a un flux rayonné, il y a un flux par conduction, il y a un flux par convection. En fait, il y aura aussi un flux de chaleur par convection qui va passer gauche à droite. On n'a pas encore vu la convection. Mais déjà, il y a le flux rayonné. Donc là, le flux rayonné, il va être égal à combien? À epsilon 1 sigma de 1 puissance 4. Mais cette paroi-là va émettre aussi un flux de chaleur dans le sens contraire. Donc elle va rayonner, mais un flux qui est plus petit. Là, on aura un flux phi' rayonné qui est égal à phi 1, phi 2 rayonné. Donc ça fait 1 rayonné. Phi 2 rayonné, ça va être égal à epsilon 2 sigma, le même sigma, et là, T2 puissance 4. Donc si je combine les deux, donc c'est comme si j'ai un seul flux rayonné de T1 à T2. Le flux, on l'appelle le flux combiné, c'est le flux rayonné tout court, et on l'écrit sous cette forme-là, puisque on a ici T1 puissance 4 et là T2 puissance 4, il y aura une différence. On écrit ça sous la forme un epsilon prime unique, on appelle émittance combinée, émissivité combinée, fois epsilon fois T1 puissance 4 moins T2 puissance 4. Et la valeur de epsilon prime,
on peut la calculer, donc, mais on ne va pas le faire pour le moment. Et c'est fait en fonction de epsilon 1 et de epsilon 2. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression du phi rayonné comparée avec phi, que je vais appeler ici phi obtenu par conduction. Vous voyez, ce n'est pas la même loi. Donc ça va nous déranger parce que pour chaque flux, il nous faut une loi à part. Alors, dans l'utilisation du bâtiment, d'abord T, elle est en Kelvin, elle n'est pas en degrés Celsius. On constate que T1 moins T2 n'est pas très grand par rapport à T1. Quel est l'ordre de grandeur de la température? Je suppose qu'à l'intérieur, il fait 20 degrés, 20 degrés, 23 degrés, etc. Donc T1 est de l'ordre de 20 degrés, plus ou moins, donc un peu moins de 20 degrés normalement. Donc une vingtaine de degrés. Donc c'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse. Supposez que c'est 20 degrés. Pour T1 égal, on suppose que c'est 20 degrés. 20 degrés, ça fait combien en Kelvin? Ça fait 290 Kelvin. Et combien il y aura de chute de température à l'intérieur de la paroi? Même si dehors il fait moins 10 degrés, à l'intérieur, on va passer de 20 à, disons, à 0, et puis de 0 à moins 10, c'est-à-dire il y aura un ordre de grandeur de 20 degrés entre les deux. Alors ici, combien il y aura? 200. L'ordre de grandeur de T2, c'est 270 Kelvin. Plus ou moins. Donc c'est un ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. Donc quelle est la différence entre les deux? Vous avez 20 Kelvin. 20 par rapport à 290, c'est petit. Donc ça, on a le droit de faire cette hypothèse que parce que justement, en pratique, le delta T est très inférieur à T1. Donc en pratique, le delta T est très inférieur à T1. Et on va profiter de cette approximation pour transformer cette loi pour qu'elle ressemble à celle-ci. Alors, dans ce cas-là, on va écrire T1 égale T et T2 égale T moins delta T avec delta T très inférieur à T. Donc, si delta T est très inférieur à T1, ceci implique que delta T sur T est très inférieur à 1. Si très inférieur à 1, ça veut dire qu'il est voisin de 0. Là, T au voisinage de 0, puisque delta T sur T au voisinage de 0, puisque c'est très inférieur à 1. D'accord? Bon, maintenant, c'est là où on va faire une intervention mathématique. Place. À quoi est égal phi rayonné? C'est égal epsilon prime sigma, facteur de T1, c'est-à-dire de T, moins T2, c'est-à-dire T moins delta T à la puissance 4. Maintenant, je continue ici. À quoi est égal phi rayonné? Je vais mettre T puissance 4. Attention, ça c'est T puissance 4. Hein. T puissance 4, je vais le mettre en facteur des deux membres ici. Ça fait epsilon prime sigma T puissance 4 facteur de ici 1 moins. Et là, je vais mettre à la puissance 4 pour les deux. Ça fait T sur T, ça fait 1 moins delta T sur T puissance 4. Donc, on a delta T sur T est très inférieur à 1. Je peux faire, je vais vous montrer une relation qu'on utilise beaucoup en physique, une approximation. On a 1 plus une fonction très petite, x voisinage de 0, très petit.
l'ensemble à la puissance n. C'est équivalent à quelle autre fonction? 1 plus nx. Vous connaissez ça? Si vous ne connaissez pas, on peut le démontrer rapidement ici. Parce qu'on est au voisinage de 0. Bon, je vais le faire puisque vous pas rester surpris par cette formule. Donc, je vais normalement, quand vous avez, vous faites un développement limité autour de 0, autour de 0. Donc, vous allez avoir, vous voulez calculer f de x. Vous faites un développement limité, c'est-à-dire vous faites un développement en série de Taylor et vous gardez uniquement le terme linéaire, c'est-à-dire du premier degré. À quoi est égal f de x quand on développe? Autour de 0, ça fait f de 0 plus f' de 0 x plus f seconde de 0 sur 2 factoriel x au carré plus f tierce de 0 sur 3 factoriel x cube plus une série infinie. Vous connaissez ce développement mathématiquement. Alors, on peut écrire ça sous la forme comme ça, et je dis plus O de x. Ça veut dire que tous les termes qui vont être ici seront négligeables, parce que quand c'est un terme est très petit, quand j'élève à la puissance, il devient encore plus petit, donc il devient négligeable. Si par exemple j'ai x, c'est 10 moins 3, c'est petit, x au carré, ça va être 10 moins 6. Ça va être 1000 fois plus petit, donc on va l'enlever. Ou alors je vais enlever ça, et je vais écrire que ça, c'est à peu près. C'est une approximation parce qu'on est au voisinage de 0. Et on est bien dans le cas du voisinage de 0. Alors maintenant, c'est quoi f de x? F de x, c'est 1 plus x puissance n. D'accord? Donc, on a 1 plus x ensemble puissance n. C'est égal à combien? Pour de 0, f de 0, c'est 1 plus, alors à quoi est égal f' de 0? Alors, n facteur de 1 plus x, pour 0, c'est n. X. Plus, etc. C'est négligeable. Donc là, on va écrire que c'est égal sans écrire le reste. Donc, retenez ça parce que ça intervient beaucoup en physique. Hein. Quand on a une valeur qui est... Ça revient à faire quoi? Vous avez une courbe f en fonction de x. F de x en fonction de x. Normalement, c'est une courbe quelconque. Mais quand vous vous mettez au voisinage de x0, on va remplacer la courbe qui n'est pas linéaire par la tangente. Ça, c'est l'équation de la tangente. Hein. 1 plus nx, c'est l'équation de la tangente. C'est comme si c'était linéaire. Ça devient linéaire. Mais en réalité, ce n'est pas linéaire. Voilà, donc ça, c'était une démonstration. Et finalement, je vais effacer la démonstration et on va utiliser cette propriété. Donc, en remplaçant ici, là, je vais avoir ça, c'est égal à epsilon prime sigma, t puissance 4 facteur, 1 moins 1, ça s'en va. Il reste... Alors, non, 1, alors d'abord, avant de simplifier, ça va être 1 moins, et là, par quoi je vais remplacer ça? Voilà. Le 1 avec 1 s'en va, et il va me rester epsilon sigma t puissance 4, et là, fois, qu'est-ce qui reste tout simplement? 4 delta t sur t, et donc ça va être égal à le moins par le moins, ça s'en va. Et il va me rester le 4 epsilon prime sigma t puissance 3 fois delta t. Et ce terme-là, je vais l'appeler h rayonnement fois delta t. Et donc vous voyez que c'est la même loi que tout à l'heure.
mais de manière approximative. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est pour exprimer le rayonnement par une loi qui est analogue à celle qui est ici, c'est-à-dire qu'on va écrire que phi rayonné, c'est égal à h du rayonnement fois delta t, mais évidemment avec une approximation. On va faire la même chose pour le troisième mode, c'est-à-dire la convection, et finalement, ça va nous permettre, pour tout le cours de thermique du bâtiment, d'exprimer la densité de flux de chaleur comme étant égale à un coefficient de transfert de chaleur par rayonnement. Donc, qu'est-ce que c'est que H? Ça, c'était par conduction. Maintenant, c'est la même chose, mais par rayonnement. Avec le H de rayonnement qui s'exprime en fonction de tous ces paramètres relatifs à la paroi. Alors, T3, c'est T1, c'est la température qui est ici, qui a un ordre de grandeur constant puisqu'elle dépend de la température intérieure, qui est censée être constante, puisqu'on a le confort, donc on va avoir toujours la même température intérieure. Donc, la température T1 est voisine, enfin, elle est inférieure, mais elle est de l'ordre de grandeur de T1. Donc, le flux de chaleur qui va passer va dépendre de la différence entre la température T1 et la température T2. Donc, vous voyez que le flux, par rayonnement, peut être écrit sous la forme un coefficient de transfert de chaleur par rayonnement fois delta T. C'est une formule qui est analogue à la formule de Fourier, mais évidemment, ce n'est pas de la conduction, c'est du rayonnement. Au point de vue forme, c'est la même forme, mais évidemment, les coefficients ne sont pas identiques. Ensuite, on aura la convection. Pour la convection, on a une troisième loi, qui est la loi de Newton. Alors, pour la loi de Newton, il nous faut un fluide et une paroi solide. Le fluide entre en contact avec la paroi solide et il échange de la chaleur. Soit il lui pique de la chaleur, soit il lui communique de la chaleur. On va se mettre dans le cas où, juste pour fixer les idées, où il prend de la chaleur de la paroi chaude et la communique dans l'atmosphère. C'est le cas, par exemple, de l'air qui se trouve dans la face extérieure de la façade. À l'extérieur, il fait froid. Mais la façade, la surface de la façade extérieure est plus chaude que l'air ambiant. Parce que, d'une part, il reçoit de la chaleur du milieu intérieur, donc ça va chauffer la façade, et d'autre part, elle reçoit du rayonnement du soleil. Donc, il y aura un échauffement de la façade. Mais pourtant, la façade ne va pas chauffer de manière permanente. Alors, qu'est-ce qui permet de refroidir la façade? C'est l'échange convectif avec le milieu ambiant. Cet échange peut être forcé dans le cas où il y a du vent, parce que les particules passent devant
fluide passe devant la façade, prennent la température et l'emportent avec elle, et il y a toujours un flux. Mais quand il n'y a pas de vent, il y a un autre phénomène qui s'appelle la convection naturelle ou la convection libre. C'est les particules d'air qui sont au contact de la façade vont chauffer et ils vont se déplacer, non pas parce qu'il y a eu un vent, mais sous l'effet de ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Quand le fluide chauffe, il devient plus léger. Sa masse volumique devient plus faible et il monte naturellement vers le haut. C'est comme les ballons dirigeables. Hein. On chauffe l'air qui est dans le ballon pour avoir une portance pour que l'air monte. Et il est remplacé par de l'air froid et on a une circulation d'air qui est naturelle, qui n'est pas provoquée par un vent ou par une ventilation. Par exemple, à l'intérieur, on peut avoir aussi une convection forcée. Par exemple, quand on veut refroidir le moteur d'une voiture, c'est aussi un fluide, c'est le liquide, et il y a une pompe qui fait circuler le fluide. Il prend la chaleur du moteur, elle est emportée par le fluide, après il est refroidi par le ventilateur par exemple, et après il y a un nouveau fluide qui arrive, et à chaque fois on prend de la chaleur et elle est envoyée. Alors la chaleur qui est échangée de cette manière est proportionnelle à la différence entre la température de la paroi et la température du fluide. Cette loi, c'est la loi de Newton avec Hc, le coefficient d'échange convectif. Le Hc est calculé de manière empirique. Le Hc intervient dans un nombre sans dimension qui s'appelle le nombre de Nusselt, qui est analogue au nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds est construit sur la vitesse caractéristique, la distance caractéristique, la masse volumique et la viscosité dynamique. Le Nusselt, il dépend de Hc, justement, coefficient de transfert convectif, et de lambda qui est la viscosité. Et puis vous avez un autre nombre qui s'appelle le nombre de Prandtl, qui fait intervenir en plus la capacité calorifique du matériau. Tous ces nombres sont des nombres sans dimension et on peut leur donner une interprétation. Alors ça, c'est la mécanique des fluides. Ce qui m'intéresse, c'est que Hc va être déterminé par une relation entre ces trois nombres sans dimension en fonction du nombre de Reynolds de la convection forcée. Donc, lorsque vous avez une plaque plane isotherme, c'est le cas par exemple de la paroi. La paroi, c'est une plaque plane qui est isotherme, que ce soit la face intérieure ou la face extérieure ou l'espace qui est entre une double cloison. Donc, vous avez une plaque plane verticale et isotherme. Il ne s'agit pas du plafond, il s'agit ici par exemple du mur. Eh bien, en fonction du Reynolds, vous avez cette loi empirique ou cette loi qui relie le Nusselt, le Reynolds et le Prandtl. Et à partir de cette loi, je peux tirer la valeur de Hc, puisque Hc intervient dans le Nusselt. Le cas particulier d'une façade soumise au vent, donc en prenant compte de la valeur des paramètres lambda, mu, rho, etc. qui apparaissent, je peux écrire directement la relation. Alors, le nombre de Reynolds dépend de la vitesse. Donc, si la vitesse est inférieure à 5 mètres par seconde, ce coefficient, je peux l'exprimer en fonction de la vitesse de cette manière. Si la vitesse est supérieure à 5 mètres par seconde, on peut exprimer Hc de cette manière. Bon, là, je vous donne ça à titre indicatif, parce qu'après, dans l'utilisation, on n'aura pas à faire ces calculs. On va lire directement la valeur de H sur un tableau. Donc, dans le poly, je vous ai fourni un tableau. En fonction de la situation où on se trouve, est-ce que c'est une paroi qui sépare l'intérieur de l'extérieur, est-ce qu'elle est horizontale ou verticale, etc. On va avoir un H plus ou moins différent. Et donc, on n'aura pas en pratique
à calculer ceci, mais je vous le donne à titre d'information. Lorsque il n'y a pas de vent, il va y avoir une convection naturelle. C'est le cas de la lame d'air qui se trouve entre les deux cloisons d'une double cloison. À la place du nombre de Reynolds, puisqu'il n'y a pas de vitesse, on utilise le nombre de Grashof. Voici le nombre de Grashof. Il utilise en plus le alpha, qui est le coefficient de dilatation volumique, c'est-à-dire de combien le volume varie sous l'effet d'une variation de température. C'est un coefficient qu'on appelle un coefficient thermoélastique. Bon, en thermodynamique, vous avez vu le alpha, le bêta et le xi. Donc là aussi, il y aura, HC sera défini par une méthode analogue. Alors là, je vais expliquer ça au tableau. Je préfère expliquer au tableau plutôt que sur la feuille. Après, je peux toujours revenir à la feuille. Donc, notre objectif, c'est de remplacer la loi qui est une loi de Newton par une loi qui ressemble à la loi de Fourier. Alors, quand est-ce qu'on va avoir un échange convectif? Donc, soit entre la paroi extérieure et l'ambiance, soit entre la paroi intérieure et l'ambiance, soit à l'intérieur de la double cloison. Donc là, on va prendre une paroi ici, on va voir quelle est la loi qui va gérer le transfert de chaleur, sachant que d'un côté j'ai T1, de l'autre côté j'ai T2. Donc là, on va prendre troisième transfert de chaleur. Donc, à la place du rayonnement, maintenant, on va prendre la convection. Alors, dans la convection, on a dit que quand j'ai une double cloison, d'un côté j'ai T1 et de l'autre côté j'ai T2. Donc, ici, il y a de la convection naturelle parce que ce n'est pas ventilé. Donc, il y aura un certain échange de chaleur. La paroi sera à une température T1 et l'air sera à une température inférieure. Et pareil ici. Donc, entre les deux, il y aura une température d'équilibre. Et là, il y aura un échange de chaleur. La température va chuter jusqu'à la température d'équilibre. Et après, là, on aura l'effet inverse. Ici, la paroi est chauffée par l'air ambiant. Et là, la paroi est refroidie par l'air ambiant en contact. Alors, lorsque vous avez un espace qui est petit entre les deux parois, ce qui va être généralement le cas, ce palier entre les deux ne va plus exister. C'est-à-dire que là, je vais avoir une chute, et puis un point d'inflexion, on va voir ceci. Cette loi de variation de température, vous voyez qu'elle ressemble à la loi de Fourier. Ce n'est pas tout à fait linéaire, mais ça ressemble, parce que là ce n'est pas linéaire du tout, mais là, quand les deux parois sont proches, ça ressemble à une répartition linéaire. Donc, rien ne nous empêche d'écrire que la loi de variation que le flux nous conduit à une loi linéaire. C'est-à-dire qu'on va écrire que le flux par convection, c'est égal à un H convection fois delta T, puisque c'est une variation qui est linéaire. Le flux nous a conduit à une décroissance linéaire de la température. Et ce H convection, on va l'écrire sous la forme, puisque c'est sur une épaisseur E, on va l'écrire sous la forme lambda prime sur E delta T. Qu'est-ce que c'est que lambda prime?
c'est une conductivité équivalente. C'est pas une conduction. On n'a pas un phénomène de conduction, mais puisque on peut l'écrire sous la forme une constante fois delta t, cette constante, rien ne nous empêche de l'écrire sous la forme lambda prime sur E. Et dans ce cas-là, le H convection va être donc déduit de ce H qu'on a trouvé précédemment dans la convection naturelle. Et on peut toujours définir aussi une conductivité équivalente. Et voilà, finalement, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, on peut écrire que quel que soit le mode de transfert de chaleur, on peut toujours écrire que phi c'est égal à un certain H fois delta T. H, ça va être le coefficient de transfert de chaleur, tout court. Mais il va être égal normalement à la somme H égale H conduction plus H rayonnement plus H convection. Mais ça ne veut pas dire qu'on a les trois modes simultanés. Des fois, on va avoir un seul mode. Quand vous avez par exemple un mur de béton, il n'y aura que la conduction. Quand vous avez une double cloison, il y aura, par exemple ici, il y aura la convection et le rayonnement. Si vous avez une paroi qui n'est pas étanche, donc il y aura de la conduction et de la convection et de la conduction, parce qu'il y a de l'air qui passe à travers. Quand vous avez une paroi transparente, c'est de la conduction. Par exemple, du verre, il n'y a pas de convection, mais il y a du rayonnement et de la conduction, ainsi de suite. Donc, ce qu'on a fait dans ce chapitre, c'est cette conclusion qui va nous permettre de relier la densité de flux de chaleur à delta T. Et les valeurs qui vont être affichées ici, on va le voir plus tard, on peut les piquer directement sur un tableau sans être obligé de les calculer par les méthodes que je vous expliquais rapidement. C'est bon? Donc c'est ça la synthèse de ce cours. La prochaine fois, on va faire un nouveau chapitre, celui du confort thermique. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet, donc tout ça c'est des préliminaires pour pouvoir aborder le cours. Comment est-ce qu'on peut définir le confort thermique? Mais auparavant, on va parler de la chaleur latente. Je vais voir si vous êtes tous là. Sinon, je fais l'appel. Je viens d'avoir le calendrier. Le contrôle, c'est sur l'acoustique, évidemment. Donc, ça va concerner les 3 TD qu'on a fait en acoustique. Donc, la première partie n'est pas très importante parce que c'est seulement un outil, mais il y aura surtout la réverbération et la transmission. Donc, je vais vous envoyer, je ne sais pas si je vous l'ai déjà envoyé ou pas, un autre exercice sur la transmission. Consultez. Hein? Donc, vous parlez du contrôle, monsieur? Donc, je vais vous montrer, je vais vous envoyer à nouveau je crois que je les ai envoyés dans votre Outlook. Donc je vous ai envoyé donc les exercices avec solution. Donc, je vous enverrai un autre exercice pour la transmission. Et puis, donc, le contrôle. Alors, le contrôle, il fait que 1 heure. Donc, je ne peux pas vous faire beaucoup de choses en 1 heure. Ben, ça va être un seul exercice, mais qui englobe les 2 notions. Mais en 1 heure, je vais essayer d'être assez concis. L'examen, normalement, comportera que la thermique. Dans le calendrier qu'on m'a envoyé, il y a une petite confusion parce qu'on vous a programmé la même heure. Normalement, il y a un groupe qui arrive et l'autre qui le remplace. Et c'est en présentiel. Hein? J'ai eu un calendrier, je viens de le recevoir. Je ne sais pas pour vous, c'est quand, hein? Monsieur, la semaine prochaine, Inch'Allah, ou là, أنا نشوف معكم la voiture. Je viens de recevoir le calendrier.
Donc, Thomas, vous êtes Oui, c'est là que nous fait. chauffe orange. Donc, le ma'arif, ça va être physique du bâtiment le mercredi 23 décembre. Les deux groupes, monsieur. Les deux groupes, oui. Il y en a un. J'ai chaque un bien groupe- j'ai un. Chacun fait son contrôle dans le créneau qui lui est consacré. Donc, le لا مسيو G2-1, واش غادي نجيو le 23 مسيو غنجيو لي دو جروب وكل واحد غيدوز ساعة ولا الجروب 1 غيدوز نهار le 23 والجروب 2 غيدوز حتى لو 30. là, normalement, il y a deux sous-groupes. Il y a G2-1 et G1-1 et G1-2, G2-1 et G2-2. وي مسيو حنا دابا جي 1 و جي 1 2. Alors, G1-1 et G1-2, chacun va faire ça en 1 heure. D'accord. Mais il y a un petit problème, je l'ai signalé, quand on m'a envoyé le calendrier, on vous a programmé au même créneau. Alors, est-ce que c'est une erreur ou là, c'est seulement... Ça doit être une erreur. Alors, si c'est le même créneau, ça veut dire que vous allez être dans deux groupes, dans deux locaux différents, dans deux salles différentes. C'est bien ça? Parce que moi, je viens de demander l'explication. Donc, ça va être au même moment, mais dans deux salles différentes. Donc, il y aura des surveillants. D'abord, c'est groupe, on a quand même deux groupes. Alors là, je ne peux pas vous donner d'informations parce que je viens de recevoir le mail moi aussi et j'ai demandé des explications. Et on a encore le temps parce que là, on est quel jour? Je pense وقيلا بغاو يقولوا monsieur زعما 1 heure pour le premier groupe pour le premier sous-groupe ou 1 heure la deuxième غنمشي غتكون deuxième sous-groupe. On va c'est quoi. C'est comme ça que ça se passe normalement quand il n'y a pas de confinement. Mais là, mais ce qu'on m'a envoyé maintenant, on m'a envoyé les deux groupes, les deux sous-groupes au même créneau. Alors c'est peut-être une erreur. Alors j'ai demandé, on m'a pas encore répondu si c'est une erreur ou pas. Non, je ne vous donnerai pas de définition. Je vous donnerai un exercice pour faire du calcul en 1 heure. Donc, vous devez être capable de faire les exercices qu'on a fait dans le cours, dans le TD. C'est des choses qui ne sont pas tellement différentes. Il faut connaître je vous autoriserai les documents. Documents autorisés. Donc, vous avez les formules, vous avez les méthodes. Il faut vous adapter à l'exercice. Donc, il faut réfléchir au nouveau exercice. Il y aura des variantes par rapport à ce que vous avez fait dans le cours. Donc, ça ne va pas être tellement différent. Donc, d'abord, non. Appel. شحال بكم 18 عندنا 19 20 21 22 23 سير ما فهمناش انت شنو بغيتي تقول لي دوي لنا على الكونترول كيفاش غندوزوه. انا قلت لكم الكونترول je viens de recevoir un mail. سير لا سيمين بروشين راه ما غنعاودو نشوفو حتى الكونترول نيشان داكشي علاش بغينا نعرفو كومون سا فوالا la semaine prochaine ou le 23 la semaine prochaine ياك. وي مسيو. Alors, j'ai demandé des explications parce qu'on m'a envoyé que vous allez passer de 11h30 à midi et demi, par exemple. C'est pas on va vous dire exactement quelle heure. Mais les deux sous-groupes, ils sont affichés. مسيو تأكد من لا دات مسيو حيتاش في لي Alors, physique du bâtiment, مسيو de 1 de 9h à 10h30. De 9h30 à 10h30, دايرين. مسيو C'est 2-1, tout comme 1-1. وي مسيو. Alors, je vois, il y a 1-1. Alors, groupe G2, 1. Alors, 1-2. Alors, pour 1-2, comme physique du bâtiment, mercredi 6 janvier. Alors là, le 1-2. Ah oui, donc, physique du bâtiment. 1-2, le 6 janvier.
حتى لو 6 جونفي. مسيو لو 1 مسيو ما داكمش لو ميم جور ها. دونك مسيو شنو غنديرو دابا؟ الوغ لو 1 مسيو لو 2 جروب 6 جانفي 1 نتوما ما علموكوش ما عطاكوش لي كالندري نتوما. نو مسيو باقا ما وصلنا والو. Je viens de recevoir ce matin. Et là, je découvre avec vous. Hein. Donc, le mercredi 6 janvier, physique du bâtiment. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est Ma'arif, groupe 1-2. دونك مسيو دابا شنو غنديرو؟ وعندكم le groupe 1-1. Le groupe 1-1, نقول لكم إمتى. Le groupe 1-1, physique du bâtiment, de 11h30 à 12h30. ولكن مسيو كيل جور واش لو ميم جور؟ Le 6 janvier de 11h30 à 12h30. Ou 1-2 يعني لي دو de جروب 11h30 مسيو يعني لي دو سو à 2h30. مسيو كاين في Donc, الصنع سي oui. C'est ça la contradiction. De 11h30 à 12h30 pour le groupe 1-2 et de 11h30 à 12h30 pour le groupe 1-2. ومسيو واش لا ميم دات مسيو؟ 1 و 1-2 كتبين لي انايا le même. واش بجوج لي erreur جروب؟ ou pas, je ne sais pas. مسيو والله ما فهمنا مسيو الجروب 1 واش حتى هو في نهار 6 لو 6 وي. دونك مسيو دابا شنو غنديرو؟ حيت حنا ما عندناش كونتاكت ديالك باش غنعرفوا شنو اجيو عوالين على الامتحان وصافي. اجيو نهار اش مسيو؟ عندكم لو 6 جانفي. انتم كتجيو دائما. اجيو soyez prêts dès la semaine prochaine وصافي. داكور دونك مسيو سيمين بروشين ما كاينش كونترول دونك حتى لو 6. ماشي نتوما لوط جروب واخا هو اللي عندهم كونترول داكور مسيو باش ما نجيوش السيمانه الجايه مسيو. G2 هو الاول. alors pour 2 عندهم physique du bâtiment contest le 23 décembre pour l'autre groupe. داكور مسيو. pour l'autre عندهم le 23 انتم عندكم le 6. دونك السيمانه الجايه ما عندنا والو. انتم لا وي. les deux sous-groupes. خوت راه ما يمكنش السيمانه الجايه يكونوا les deux sous-groupes غيكونوا en même temps là. سير ما يمكنش السيمانه الجايه يكونوا عندنا لي زيكزام وما يعطيوناش كالندري. Donc الراجل راه لو 6 عاد ندوز. si vous avez un représentant de la promotion يتصل بالاداره يشوف مسيو الفاسي ولا يشوف داكور مسيو انا غنعيط يشوف دراري تما بريزونسيال بحري مدام بحري. donc c'est celle qui s'occupe de programmation. Pour le moment je vous ai lu le mail que j'ai reçu ce matin. مسيو معك شي واحد في الدراري تما معاك بريزونسيال كاين عمر اوتلو واقيلا ياك مسيو؟ كاين اوتلو يما. هو مسيو يشوف لينا الادمينستراسيون الا كان ممكن ولا يشوف لنا البلاصه لي كرينون اللي كيتلاف. J'ai répondu au mail, j'ai demandé des explications. اسامه باقي غنشوفوا البروف السيمانه الجايه. دونك السيمانه الجايه في كاع الاحوال راه كندوي على السيمانه الجايه عبد الرحيم ماشي على يدير لابسونس السيمانه الجايه ما كاينش امتحان. دابا السيمانه الجايه ما كاينش امتحان هو قال لك البروف دونك حنا عندنا حتى لو 6. الفيزيك دلوقتي حنا كنشوفوا على حوايج اخرين ماشي على الفيزيك دلوقتي. غدا غنشوفوا معاهم حوايج الاخرى غدا غادي نشوفوا معاهم. دراري دو بريفي خليو بروف يدير لابسونس نمشيو بحالنا. راه قال لك لو 6 صافي صح. راه قال لو 6 راه عليه هو. صافي شوف اسمع اسامه تصنت. وي خويا تسمعني شوف راه دابا الادمينستراسيون كل مره كتقول حاجه. دابا راه الكونترول ديال الصباح ديال صدقي يلاه دابا دوات معايا صدقي قالت لي بلي ما غاديش يمكن دير هذيك القضيه ديال لي دو جروب اللي قالت لنا الصباح. قالت لي مازال غتهضر مع عبد الرحيم على هذه القضيه راه غادي تعيط ليه. فهمتي كل مره تيصيفطوا حاجه باقي شي حاجه ما كاينه. فهمتي دابا هما مصيفطين البروف كالندريي وباقي ما معلقينش حنا كاع الكالندريي ديالنا. فهمتي دابا باقي تيقربوا لي زيكزام وديك الساعه هذا فاش غادي يبان داك تيوليو لي زيكزام حتى نهار لي زيكزام هادشي اللي كيديروا هما. عمرك تسنى خاصك تبقى تسنى حتى 12 الليل. صافي واخا شكرا.
monde est présent, vous pouvez disposer. Je vous remercie. Donc tout le monde est présent, vous pouvez disposer, je vous remercie. D'accord, monsieur, merci. Monsieur, انا راني ما مكونيكتيش.